7h45 sur LN24, on va parler économie, on en parle avec Michel Dekemeter. Bonjour Michel. Bonjour Pierre. Expert en transition économique pour Club of Brussels. On va voir avec vous, donc c'est toute une série où on s'intéresse un peu aux défis de la transition économique, à comment réussir cette transition économique. Aujourd'hui, on va parler immobilier avec vous, notamment parce qu'il y a toute une série, tout un pool de bâtiments publics, semi-publics. On va voir qu'il y a une différence entre les deux. Et la grande question, c'est comment réussir à gérer ces bâtiments. Oui, donc ça a été, comme tu t'en souviens, lors des élections, une des grandes promesses. C'est un des plus grands producteurs de CO2 et mangeur d'énergie, c'est évidemment le bâti public, hein, les écoles, les hôpitaux, les universités, les justices. Justice et autres. Hein. Et donc la question, c'est, mais finalement, d'abord, c'est combien? On a fait le calcul. C'est ça. Avant de voir les solutions, c'est quoi le problème avec ces bâtiments ? Finalement, on s'est rendu compte de plusieurs enjeux. D'abord, c'est un chantier absolument colossal. C'est, Pierre, le plus gros chantier de tous les temps, en fait, de l'Occident, de tous les temps. On est plus à 100 milliards près. Pour moi, c'est 1000 milliards environ. Toutes les régies confondues. Pour rénover tous ces bâtiments. Oui, de durabiliser. Souvent, rénover, c'est pas que isoler les toitures. Hein, Ça va beaucoup plus loin. On en parlera. Ça va parfois coûter plus cher que de construire neuf, le nouveau. Je parle même pas des infrastructures, hein, les distributions d'eau et d'électricité et autres. Alors, donc, les problèmes, c'est que dans les régies, dans les différentes régies, donc ça va du communal, comme je répète, jusqu'au fédéral, il n'y a pas assez de staff, en fait. Il n'y a pas assez de personnel pour gérer tous ces chantiers. Quand bien même on l'aurait, malheureusement, il n'y a plus assez d'argent pour faire tout ça. Tu t'imagines l'ampleur du chantier. Mais alors, également, comme la technique et les technologies dans le bâtiment évoluent très vite, difficile aussi d'avoir toutes les compétences en interne au sein des régies même. Quand bien même on aurait eu tout ça, il manque des gens dans les métiers de la construction et de la rénovation. Donc, tu vois l'ampleur. Donc ça veut dire qu'il y a, autrement dit, si je résume un petit peu, il y a un énorme enjeu auquel on fait face. Et pour répondre à cet enjeu, on n'a pas les gens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut être ambitieux, d'accord. Là, on fait comment ? Là, tu devineras que nous avons des solutions. Tu l'auras deviné, systémiques. Et donc, la proposition, elle est triple. D'abord, c'est de revisiter, en fait, chaque bâtiment pour dire, mais finalement, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur quoi est-ce que ce bâtiment est attendu en réalité ? Sur quelle fonctionnalité ? Alors, du bout des lèvres, on voit aujourd'hui certains promoteurs qui confondent un peu de coworking, qui transforment des bureaux en habitat, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a plus que 200 fonctionnalités. On va travailler différemment, habiter différemment, faire du shopping différemment, utiliser la culture différemment. Et ça veut dire, par exemple, je prends un exemple, un auditoire. Est-ce qu'on aura encore besoin d'auditoire dans 15 ans ? On va peut-être apprendre différemment. Donc, ça ne sert à rien de rénover les auditoires si on n'en a plus besoin. C'est un exemple. Et donc, c'est quelle fonctionnalité et quel mélange, quel mix de fonctionnalités. Il y a peut-être un food village, un coworking, des espaces Airbnb tout au-dessus. Donc, c'est faire des mélanges. Donc, ça, c'est les bâtiments les plus intéressants aujourd'hui sont les bâtiments où les fonctionnalités sont mélangées. Premier travail à faire pour moi, chaque bâtiment. De la plus petite caserne de pompiers aux plus petites salles paroissiales jusqu'à Poulart, emblématique bâtiment. On n'a pas encore brisé de l'âme là-dessus, mais ça, il ne paie rien pour attendre celui-là d'ailleurs. Alors la deuxième chose, c'est les fonctions techniques qui doivent être élargies. C'est pas simplement faire un plan de rénovation, un plan d'urbanisme, c'est également réfléchir beaucoup plus large. C'est les abords. Qu'est-ce qu'on fait avec les abords, la verdure autour ? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des micro-forêts ou des potagers ? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait avec les toitures ? Est-ce qu'on met des panneaux solaires ou est-ce qu'on met des toitures vertes ? Qu'est-ce qu'on fait avec la gestion de l'eau à l'entrée, à la sortie, traitement des eaux, traitement des déchets, production, stockage d'énergie, les accès, tout ça, c'est pour répondre aux questions de mobilité également. Voilà, et la mobilité évidemment, les parkings, et les fléchages, etc. Alors la troisième grosse question, tu me diras, ok, mais comment tu fais avec un chantier ? Parce que le problème de départ était quand même qu'il n'y avait pas l'argent. Oui, c'est ça. Alors il faut réinventer également les façons de financer. Alors c'est pas l'argent qui manque, heureusement, mais il faut revisiter, en fait, innover aussi dans les façons de financer, revisiter le partenariat public-privé, le remettre au goût du jour, inventer peut-être des formules de crowdfunding, bâtiment par bâtiment, des formules de blockchain pour pouvoir financer tout ça.
Et tu remarqueras que c'est finalement les bâtiments les plus intéressants sont des bâtiments les plus diversifiés, les plus ouverts sur les quartiers. C'est très facile de créer de la valeur ajoutée dans l'immobilier, mais on est face à un secteur et à des gens qui sont formés pour ça, qui sont extrêmement rigides, à l'image évidemment de l'immobilier, mais qu'il faut également un peu flexibiliser et ouvrir sur l'avenir. Alors ça marche effectivement essentiellement pour le bâti public. Comment on fait avec le bâti privé? Parce que les mêmes questions peuvent se poser, mais par contre les moyens d'aller y toucher sont peut-être un peu moins faciles. Alors là, Pierre, tu adresses encore un chantier colossal parce que c'est notre patrimoine finalement. Tu sais que le taux de rénovation du bâti privé, c'est 0,7% par an. Donc, je t'invite à calculer combien de temps ça va durer pour rénover nos maisons, nos appartements. C'est plus que 100 ans. Donc, on sera tout à fait en retard sur les agendas ambitieux des COP, n'est-ce pas, hein? Mais c'est très embêtant parce que les lois aujourd'hui vont nous obliger à avoir du bâti durable pour pouvoir les mettre en location. À partir du 1er janvier, tout le monde se passer en dessous des radars de tout le monde. À partir du 1er janvier, c'est dans moins qu'un mois. En Flandre, il y a un décret qui vous empêche de louer votre maison ou appartement s'il y a plus que 15 points de pénalité. Autant dire que les valeurs patrimoniales vont baisser d'un grand coup au 2 janvier. Donc, ça fera l'objet d'une autre chronique, mais effectivement, il va falloir s'y mettre. Alors, c'est pas le job qui manque, c'est pas les emplois qui vont manquer, et nous sommes face vraiment au plus grand secteur de l'économie. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 65 milliards d'euros de PIB, et on devrait pouvoir doubler ça. Donc, il manque en fait des centaines de milliers de personnes dans le métier du bâtiment. Donc, c'est un appel à nos jeunes et moins jeunes de se réorienter vers les métiers de la construction et de la rénovation, Pierre. Parce qu'il y aura du boulot dans les années à venir. Merci beaucoup, Michel De Kemeter. Michel De Kemeter, expert en transition économique pour Club of Brussels. On a parlé des enjeux immobiliers publics avec lui ce matin. Dans une prochaine chronique, on abordera également les enjeux immobiliers privés. Merci beaucoup, Michel. À bientôt.